Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle saison de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Notre chroniqueur sera cette année M. Mark Feifel, ancien responsable de la communication au sein de l'administration George W. Bush. Il dispose à ce titre d'une très grande expérience politique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous évoquerons et analyserons les grands développements sur la scène politique nord-africaine. Celle-ci a connu un véritable cataclysme quand le président tunisien Kais Saïed a accueilli le chef du Front Polisario, Brahim Rali, venu assister au sommet Japon-Afrique de la TICAD. Le Maroc a condamné l'invitation de Rali à Tunis et les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs. À ce propos, je vais vous citer un extrait du communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. La Tunisie, contre l'avis du Japon et en violation du processus de préparation et des règles établies, a décidé unilatéralement d'inviter l'entité séparatiste. L'accueil réservé par le chef de l'État tunisien au chef de la milice séparatiste est un acte grave et inédit qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives. Fin de citation. De son côté, Tunis a affirmé avoir maintenu sa totale neutralité sur la question du Sahara. Le département tunisien des Affaires étrangères a ajouté que l'Union africaine, en sa qualité d'acteur principal dans l'organisation de la TICAD, a invité tous ses membres, dont le chef du Polisario, a participé au sommet organisé en Tunisie. Mais beaucoup d'observateurs ont pointé du doigt Alger, le principal soutien du Polisario, pour avoir été à l'origine de cette escalade diplomatique en faisant pression sur la Tunisie, qui dépend fortement de ses importations d'énergie en provenance d'Algérie. Ces observateurs ont d'ailleurs mis l'accent sur la visite du président Saïd en Algérie, actant une nouvelle alliance dressée contre le Maroc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons pourquoi le président Saïd a décidé d'inviter Rali en Tunisie, si cela signifie la fin de la neutralité tunisienne, et quels sont les intérêts de l'Algérie, de la France et des États-Unis, non seulement face aux répercussions de cette crise, mais aussi dans le contexte général des relations entre les pays d'Afrique du Nord, qui semblent désormais plus divisés que jamais. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités distingués qui ont été ambassadeurs des États-Unis en Tunisie dans un passé récent. Nous commencerons par le Dr Gordon Gray, professeur à l'École des Affaires internationales de l'Université d'État de Pennsylvanie. Il a été diplomate pendant 35 ans et donc ambassadeur en Tunisie de 2009 à 2012. Il a également été sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient de 2005 à 2008. Dans la deuxième partie de l'émission, nous accueillerons l'ambassadeur Jake Walls, un diplomate américain retraité qui a passé 35 ans au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a été sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires du Moyen-Orient et ambassadeur donc en Tunisie de 2012 à 2015. Aujourd'hui, il est chercheur à la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Avant d'entamer le débat avec nos deux invités, je vais commencer par donner la parole à notre chroniqueur Mark Feifel. Mark, pourriez-vous nous rappeler le contexte géopolitique dans la région afin de mieux comprendre les raisons de ce récent conflit ? En fait, il y a de nombreux problèmes en Afrique du Nord, pas seulement en Tunisie avec cette visite de Brahim Rali, mais dans toute la région, qu'il s'agisse de la réforme de la constitution tunisienne, mais aussi de la poursuite des combats en Libye et des déséquilibres structurels du marché de l'énergie à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, d'après vous, quels sont les intérêts américains résultant de tous ces développements ? Very difficult times in North Africa with Écoutez, la région de l'Afrique du Nord connaît aujourd'hui une phase extrêmement difficile, surtout avec des États défaillants, comme c'est le cas à Tripoli, où la Libye fait face à des défis continus, ainsi qu'au Yémen. Ajoutez à cela un an s'est écoulé depuis le retrait américain d'Afghanistan, dont les États-Unis ont perdu une présence très importante dans une région qui aurait eu des capacités diplomatiques, militaires, et cela est énormément difficile.
Aujourd'hui, la Tunisie est entrée en scène. D'ailleurs, nous savons que le début du printemps arabe a commencé dans les rues de Tunis lorsqu'un vendeur ambulant s'est immolé par le feu, déclenchant une révolution qui s'est propagée à tout le Moyen-Orient sous forme d'instabilité dont les vestiges existent encore aujourd'hui dans la région depuis après plus de 10 ans. Ainsi, les États-Unis sont confrontés à des difficultés dans la région, non seulement en perdant la présence américaine en Irak ou en Afghanistan, mais il y a des défis pour les États-Unis dans la région dans son ensemble. La guerre russo-ukrainienne a causé aujourd'hui un déséquilibre inédit sur les marchés de l'énergie. En fait, les États-Unis sont inquiets d'une escalade des difficultés, comme ce fut le cas au Moyen-Orient en 2009 et 2012. Les États-Unis n'aiment pas les régimes dictatoriaux, mais ce que nous avons vu en Égypte et dans d'autres pays, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de bon plan alternatif avec lequel Washington puisse agir. Alors, quand une difficulté se produit comme cette fois, les États-Unis doivent se concentrer à 100% en réfléchissant quelle est la voie à suivre et comment fournir une aide pour faire face aux défis qui existent entre l'Algérie et le Maroc, tels que ceux dont la Tunisie a été témoin lors du sommet Japon-Afrique. Merci Marc. Je me tourne à présent vers mon premier invité, Gordon Gray. Gordon, merci de vous joindre à nous. Gordon, vous vous trouvez en Pennsylvanie. Permettez-moi de revenir un peu en arrière concernant la question du Sahara. La Tunisie avait l'habitude de se cantonner à une position de neutralité sur ce sujet. Alors j'ai deux questions à vous poser. D'abord, en quoi l'accueil réservé par le président tunisien Kais Saïed, chef du Polisario, est-il un changement vis-à-vis de la neutralité de la Tunisie? Deuxième question, si nous prenons en compte la réaction du Maroc, après l'accueil par Madrid de Brahim Rally, le président tunisien devait savoir pertinemment que cet accueil serait considéré comme un vrai problème. Alors pourquoi cette décision en sachant qu'il allait outre les objections du Japon? Je suis d'accord avec vous sur le fait que Kais Saïed aurait dû s'attendre à ce que l'accueil de Rally provoque une escalade diplomatique entre le Maroc et la Tunisie. Mais ce que je ne sais pas, et ce qui n'est pas assez clair, c'est autour de sa prévision de la réaction du Maroc. L'a-t-il bien estimé? J'en doute. Cet homme n'a pas d'expérience en politique étrangère. Il est professeur de droit constitutionnel et s'est retrouvé en politique récemment, en 2019, quand il s'est présenté à la présidence, et depuis, il s'est presque entièrement consacré à l'élaboration d'une nouvelle constitution. En somme, l'homme n'est pas qualifié pour la politique étrangère. En fait, les relations entre les États-Unis et le Maroc ne cessent de s'améliorer, surtout au cours de ces dernières années. Le Maroc joue un rôle majeur dans le renforcement des relations entre les États-Unis et l'Afrique. D'ailleurs, on entend qu'il y a des pays comme la France et l'Algérie, par exemple, qui ne se sentent pas à l'aise avec le renforcement de ces relations et tentent de réaffirmer leur influence en sapant le rôle des États-Unis et en semant la discorde dans la région. Que pensez-vous d'une telle analyse? Ces pays essaient-ils vraiment de creuser un fossé entre le Maroc et la Tunisie? Et est-ce que la crise est susceptible de s'aggraver ou n'est-ce qu'un simple malentendu diplomatique finalement? Alors, commençons par la France. En effet, notre relation avec la République française remonte à la Révolution américaine. Nous travaillons étroitement ensemble à travers le monde, y compris via l'alliance de l'OTAN. Et nous nous soutenons mutuellement en Afrique. La France a deux objectifs principaux en Afrique. Le premier est de maintenir ses relations commerciales. Et le deuxième, c'est la sécurité, tout en s'assurant une politique migratoire efficace afin d'éviter que la menace terroriste ne s'y infiltre. Donc d'un point de vue sécuritaire, je ne vois aucune justification pour la France d'essayer de semer la discorde entre les États-Unis et le Maroc.
the security basket, there's no reason for France to seek any kind of division between the United States and as for Algeria, I think Algeria Quant à l'Algérie, je pense que ces dernières années, Alger a été préoccupé par les relations croissantes du Maroc avec plusieurs puissances internationales qui ont reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Par conséquent, il est plus approprié de dire que l'Algérie travaille à isoler le Maroc régionalement et à entraver ses relations avec la Tunisie. Parlons un peu des relations maroco-tunisiennes. Nous avons entendu plusieurs condamnations concernant cet accueil de rallye de la part de personnalités telles que l'ancien président tunisien, Mounsef Marzouki, ainsi que des dirigeants de nombreux partis politiques et de la société civile en Tunisie et au Maroc. Alors pensez-vous que cette crise aura un impact à long terme sur les relations entre le Maroc et la Tunisie? Et est-ce que les États-Unis ou d'autres pays pourraient servir de médiateurs pour résoudre cette crise? Eh bien, je pense que le problème réside non seulement dans le fait que Kais Saïed n'a pas d'expérience en politique étrangère, mais également par le fait qu'il est peu ouvert au dialogue. Il ne prend pas les conseils des autres à bras ouverts. Les relations entre les États-Unis et la Tunisie ne sont plus ce qu'elles étaient avant que le président Kais Saïed ne consolide son emprise sur le pouvoir. Je ne suis donc pas sûr que les États-Unis aient la volonté de servir de médiateur et je ne pense pas que cette médiation serait la bienvenue. La présidence tunisienne a enfreint une règle essentielle et ancienne dans ses relations maghrébines, qui est la neutralité sur la question du Sahara. Of Tunisian foreign policy to try and maintain good relations with all of its neighbors, Morocco, Algeria, Libya. And that's one of the reasons that the Secretary General of the Arab Maghreb. Et d'ailleurs, deux des présidents de l'Union du Maghreb arabe, dont le siège est à Rabat, étaient originaires de Tunisie. Alors, quels que soient les motifs de cette crise, je pense qu'il est dans l'intérêt à long terme de la Tunisie de reconsidérer son accueil de rallye. Vous venez d'écouter les propos de l'ambassadeur Gordon Gray, qui connaît bien la Tunisie. Le président Saïd a un côté psychorigide. Il a radicalement changé la position et l'image de son pays, non seulement en ce qui concerne la question du Sahara, mais aussi en ce qui concerne la gestion des affaires internes du pays, en imposant une constitution et une loi électorale taillées à sa mesure. Tous ces points seront discutés en détail avec notre second invité, Jake Wells. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la situation géopolitique en Afrique du Nord et sur le rôle de la communauté internationale dans les développements récents. Nous accueillons maintenant l'ambassadeur Jake Wells qui intervient en visioconférence de son bureau de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Jake, il est clair que l'accueil de Brahim Rally en Tunisie a été une victoire pour l'Algérie qui ne cesse de s'agiter pour une plus grande reconnaissance internationale du Front Polisario. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que la Tunisie y gagne? Êtes-vous d'accord avec Gordon quand il dit que ce n'est qu'une erreur commise par quelqu'un qui ne connaît pas les répercussions de ce qu'il a fait? Ou alors, cette décision était-elle délibérée et totalement calculée?
C'est exactement la question qui doit être posée. Je pense qu'il y a deux interprétations possibles à ce que le président Saïed a fait. La première est ce que Gordon a évoqué, à savoir le manque d'expérience et de la capacité d'écoute des conseils que le ministère tunisien des Affaires étrangères pourrait lui avoir donnés. La deuxième interprétation est qu'en raison des développements internes en Tunisie et de l'escalade de l'opposition contre les mesures prises par le président Saïed, telles que l'élaboration d'une nouvelle constitution, Kais Saïed a commencé à chercher un soutien externe. D'ailleurs, l'Algérie est le partenaire le plus important de la Tunisie à l'étranger. Ils partagent de longues frontières et plusieurs échanges commerciaux, y compris dans le domaine de l'énergie. En fait, il y a un tourisme de masse de l'Algérie vers la Tunisie, ce qui valorise le secteur du tourisme en Tunisie avec la diminution du nombre de touristes venant d'Europe. Il est donc possible que le président tunisien ait fait ce qu'il a fait en se basant sur des calculs pour profiter de l'Algérie et pas principalement pour hériter le Maroc, mais plutôt pour obtenir le soutien de l'Algérie en vue de sécuriser ses rangs avec Alger, notamment avec l'extension de la frontière entre elles. Cette frontière qui a posé des problèmes de sécurité pour les deux pays dans le passé et qui sont toujours d'actualité. De ce fait, il est possible que l'accueil par le président Saïed de Brahim Ghali ne visait pas principalement le Maroc autant qu'il était un service rendu à l'Algérie. Parlons de la situation interne en Tunisie. Vous avez écrit un article qui a été publié par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, dans lequel vous disiez ce qui suit, je vous cite, « Tout tourne autour de l'économie. Si les problèmes structurels d'économie tunisienne ne sont pas résolus, la Tunisie connaîtra de nombreuses difficultés à long terme, en plus d'une grave instabilité. » Fin de citation. Alors, comment cette instabilité économique de la Tunisie peut-elle jouer sur les alliances en Afrique du Nord ? Well, the problems in Tunisia, as you noted, Adam, derive from the economic problems and the lack of growth. Comme vous l'avez mentionné, Adam, le problème auquel est confrontée la Tunisie est celui de l'économie à travers le taux de croissance faible et le manque de création d'emplois, ce qui a conduit le peuple tunisien à un état de désespoir lors des dernières années. Je pense que le président Saïed a profité de l'inquiétude des Tunisiens face à la situation économique pour provoquer les changements politiques qu'il a introduits en Tunisie. Mais le problème auquel Saïed devra faire face dans les prochains jours, c'est qu'il n'a rien fait pour résoudre le problème économique. Les problèmes structurels nécessitent des réformes économiques profondes qui sont politiquement difficiles. Le président Saïed n'est pas qualifié pour les faire parce qu'il n'est ni politicien ni économiste. De plus, il fait face à une situation très difficile face aux donateurs, notamment le Fonds monétaire international, pour obtenir des prêts qui nécessitent des réformes structurelles. Ainsi, le président Saïed est confronté à un dilemme comme c'était le cas avec les précédents gouvernements tunisiens depuis le début du printemps arabe. Et il n'y a eu aucun changement quant à ce dilemme. Saïed n'a rien fait pour l'affronter. Il a peut-être pensé qu'il se rapprochait de l'Algérie et obtenait le soutien du secteur de l'énergie et augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Il pourrait peut-être atténuer l'impact de la crise économique. Cela pourrait être utile, mais il n'a pas abordé les problèmes structurels nécessaires pour résoudre le problème économique dont souffre la Tunisie depuis des années. Parlons brièvement de la diplomatie américaine. Vous avez dit que le président Saïed essaie de consolider les piliers de son pouvoir afin d'avoir plus de poids sur la gestion des défis de la Tunisie. Mais ces mouvements ont en fait conduit à son isolement international. D'ailleurs, le chef du département d'État américain, Anthony Blinken, a affirmé que les États-Unis partagent les préoccupations de nombreux Tunisiens, selon lesquelles la nouvelle constitution pourrait affaiblir la démocratie en Tunisie
et limite le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, le Millennium Challenge Corporation envisage également de suspendre les 500 millions de dollars qui devraient être versés à la Tunisie. Tout se passe comme si le président tunisien suivait l'exemple de ses homologues autoritaires en Algérie. Alors sommes-nous sur le point de voir un réalignement des pouvoirs dans la région avec des dictatures remplaçant des démocraties? Et compte tenu de ce qui se passe en Tunisie, en Algérie et du chaos en Libye, que peuvent faire les États-Unis devant cette situation? What do you think the United States, if anything, can do about it? Well, there's certainly a trend line in Tunisia from democracy towards autocracy. Bien évidemment, il y a une tendance à la transition de la Tunisie, de la démocratie, à un régime autocratique qui est une tendance claire au cours de l'année écoulée. Mais il sera difficile de généraliser cela à la région. Has been led by autocratic governments as the norm for many, many years now. So basically what you had is Tunisia being an exception to the rule as a democracy in the region. Le cas de la Tunisie a été l'exception démocratique depuis le printemps arabe et elle est en train de se replier dans la norme sous un régime autocratique dirigé par le président Saïed. Je ne suis pas sûr que la tendance qui prévaut en Tunisie puisse être généralisée à la région. En ce qui concerne la politique étrangère américaine, vous avez soulevé une bonne question à propos des déclarations publiques américaines critiquant l'abandon de la démocratie en Tunisie et qui se sont intensifiées au cours de l'année écoulée, alors que Washington est devenu plus critique à l'égard de ce qui se passe en Tunisie. La plus récente d'entre elles est la déclaration du secrétaire d'État Anthony Blinken. Cependant, la capacité d'influence des États-Unis sur la situation en Tunisie est relativement limitée. Particularly when the opposition in Tunisia is not united and haven't coalesced around a single Washington ne peut que faire des déclarations et réduire l'aide américaine, surtout lorsque l'opposition tunisienne n'est pas unie et n'a pas présenté une seule alternative qui fait que la communauté internationale, y compris les États-Unis, exprime ouvertement son soutien à cette alternative. Donc, vu l'absence d'alternative, la politique étrangère américaine se retrouve en équilibre entre la critique du déclin démocratique en Tunisie et la sécurité et autres intérêts avec lesquels Washington veut préserver. Cela limite la capacité des États-Unis à exercer une influence sur ce qui se passe en Tunisie. Marc, permettez-moi d'insister afin d'élargir un peu la discussion sur la démocratie. Vous avez travaillé dans l'administration Bush et la question de la construction de la démocratie était l'un des plus grands enjeux auxquels était confronté le président Bush. La Tunisie recule et l'Algérie n'a absolument rien à voir avec la démocratie. La Libye est certainement encore plus loin de la démocratie. En revanche, le Maroc est la seule exception dans la région. Alors, en ce qui concerne les déclarations du côté américain, à quoi servent-elles ? Surtout que les États-Unis soutiennent le pluralisme politique. Mais ce pluralisme mène parfois au chaos, comme on le voit en Tunisie. Well, it's still an American priority. So I think that the government and the foreign policy establishment will continue to push and pull for more democratic leadership that we can work with in a more easier way. Yeah. But still, at the same point, there's kind of the reality on the ground, Right. which is that outside of the occasional State Department or White House statement or personal conversations and personal diplomacy, was mentioned the Millennial Challenge money, which could be held out. Néanmoins, cela reste une priorité américaine, alors je crois que les institutions de la politique étrangère des États-Unis continueront de faire pression pour obtenir davantage de dirigeants démocratiques avec lesquels nous pourrons travailler plus facilement, mais en même temps qu'il existe des faits sur le terrain qui, outre les déclarations occasionnelles du département d'État et la Maison-Blanche, les États-Unis doivent continuer à faire des efforts parce que les problèmes que nous avons constatés en Libye, par exemple, les difficultés que nous avons rencontrées montrent clairement le risque que certaines de ces zones deviennent des refuges pour les terroristes et les éléments d'Al-Qaïda. Tout cela pose des difficultés sur lesquelles les États-Unis
doivent se concentrer comment tout cela peut-il être préservé tout en réalisant des priorités clés qui sont la stabilité au Moyen-Orient, trouver des façons concrètes d'aider l'Ukraine dans la guerre en cours là-bas, fournir un monde meilleur post-pandémie et maintenir la roue de l'économie américaine pendant cette phase difficile. Cela est le défi auquel les États-Unis sont confrontés aujourd'hui. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. On peut conclure de cette analyse pertinente et précise par ce qui suit. La situation en Afrique du Nord est très complexe à cause des conflits et des dictatures, que ce soit en Libye, en Tunisie ou en Algérie. L'exception marocaine est une réalité. Traiter avec des organisations terroristes telles que le Polisario ajoute des problèmes supplémentaires. Mon opinion est ici que, tout comme ce qui s'est passé avec l'Espagne, la crise provoquée par l'accueil du chef du Polisario en Tunisie finira par trouver une issue heureuse. Je tiens à préciser que l'intérêt de l'Algérie est de créer la zizanie dans la région pour faire avorter toute solution au problème du Sahara. Je tiens à remercier notre chroniqueur, Mark Feifel. Merci également à nos deux invités, à Gordon Gray et Jack Walls. Merci à vous pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.